L'histoire s'ouvre sur une scène de désolation saisissante. Des cadavres monstrueux jonchent le sol à perte de vue, témoins silencieux d'une bataille d'une brutalité inouïe. Au milieu de ce carnage, une jeune fille se tient debout. Dans sa main, une dague pulse d'une aura vénéneuse, d'un autre monde. Elle s'adresse au protagoniste, sa voix empreinte d'un mélange troublant d'admiration et de cruauté, le déclarant véritablement spécial. Le protagoniste, brisé et en sang, repose sur les restes d'un monstre vaincu, son corps trempé de rouge. Son regard se lève vers celle qui lui parle, sa petite sœur. D'un ton froid, elle commente son exploit hors du commun. Malgré une espérance de vie limitée à 100 ans, il avait réussi l'impensable, s'approprier les runes des dieux anciens et exterminer la horde de monstres. Mais à présent, elle révèle sa véritable intention. Elle est venue prendre l'artefact qu'il a tant peiné à obtenir, l'œil du jugement. Malgré ses blessures atroces, le protagoniste l'affronte du regard, sa voix vacillant sous le poids de la trahison. Il exige de savoir pourquoi elle se retourne contre lui à un moment aussi crucial. Sa réponse est glaciale, empreinte d'un mépris sans équivoque. Elle lui dévoile une vérité qui le broie de l'intérieur. Il n'est pas son frère de sang, mais un simple enfant adopté. D'un sourire dédaigneux, elle balaie leur lien familial, affirmant qu'il n'a jamais eu le droit de se considérer comme son frère. Alors qu'elle parle, un homme blond s'avance lentement, Song Fei. Son ton est moqueur, mais d'un calme effrayant. Il adresse quelques mots à la petite sœur, feignant de la réprimander pour sa dureté, mais ses véritables intentions transparaissent. Il reconnaît la valeur du protagoniste, en particulier son amour inébranlable pour sa sœur. Un amour qu'ils ont exploité jusqu'au bout pour s'emparer de l'œil du jugement. Song Fei expose alors l'ampleur de leur tromperie. La dague que tenait la petite sœur, la dague du faucheur d'âme, avait été conçue pour drainer la force vitale du protagoniste. Tout cela n'avait été qu'un plan méticuleusement orchestré pour assurer leur victoire. La rage du protagoniste explose alors qu'il se remémore les sacrifices qu'il a consentis pour sa sœur. Depuis la mort de leurs parents, il avait endossé le rôle de protecteur, risquant sa vie à chaque instant, surtout après l'arrivée du jeu des dieux. Mais la rancune de sa sœur éclate. Elle l'accuse de l'avoir enfermé dans une cage, de lui avoir dicté chaque décision sous prétexte de la protéger. Elle admet que ses efforts leur avaient permis de survivre, mais désormais, ils n'avaient plus besoin de lui. L'œil du jugement était entre leurs mains. Ces mots sont une sentence cruelle, réduisant à néant toutes ces années de dévotion. Song Fei profite de l'instant. D'un mouvement vif, il fond sur le protagoniste, l'âme au clair, l'invitant à accepter son sort avec dignité. Il lui promet de prendre soin de sa sœur, mais le regard du protagoniste s'embrase d'une haine pure. Même en mourant, il ne leur pardonnera jamais. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la lame de Song Fei s'abat, implacable. D'un seul coup net, elle tranche sa gorge. Son monde bascule. Alors que sa conscience s'efface, des pensées s'entrechoquent dans son esprit. Il pense à ce monde brisé par le jeu des dieux. En 2025, ce jeu oublié des anciens dieux s'était abattu sur l'humanité, plongeant d'innombrables innocents dans un cauchemar dès leur sommeil. Dans cette réalité pervertie, la vie elle-même était devenue une monnaie d'échange. Chaque mort coûtait des fragments d'existence. Tuer des monstres permettait de les récupérer. Les joueurs pouvaient extraire des compétences du jeu, puis les utiliser dans le monde réel en brûlant leur propre force vitale. Les plus puissants surpassaient les limites humaines. Ils écrasaient des chars à main nue, fendaient des avions d'un seul coup d'épée, résistaient même aux explosions nucléaires. Le chaos s'était répandu comme une traînée de poudre, et le protagoniste avait traversé cet enfer, survivant à l'indicible pour protéger sa sœur. Il avait gravi les échelons de ce monde impitoyable, se hissant parmi les 100 plus puissants, franchissant des obstacles insurmontables pour atteindre les ruines des dieux anciens et s'emparer de l'œil du jugement. Il était sur le point de toucher le sommet. Et il avait été trahi par la seule personne en qui il avait foi. Tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait sacrifié, réduit à néant. Il n'avait été qu'un marchepied pour d'autres. Alors qu'il sombre dans l'obscurité, une seule pensée brûle encore en lui. Si une seconde chance lui était donnée, il ne vivrait plus pour les autres. Il vivrait pour lui-même. Soudain, la scène change. Le protagoniste se réveille dans son lit, son corps intact, mais son esprit désorienté. Il se demande s'il est réellement revenu dans le monde réel. D'un geste machinal, il attrape son téléphone et remarque la date, 2025. La réalisation le frappe de plein fouet. Il a été ramené 9 ans en arrière, au jour exact où le jeu des dieux a commencé. Fixant la fenêtre, il comprend immédiatement ce que cela signifie. Une seconde chance. Une opportunité de réécrire son destin. Le monde, encore inconscient du cataclysme à venir, continue de tourner paisiblement. Mais lui, il sait.
Cette fois, il ne sera pas un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette fois, il vivra pour lui-même. Un peu plus tard, la quiétude de son matin est brutalement interrompue. La porte s'ouvre à la volée, fracassant le silence. Sa petite sœur surgit, le visage rouge de colère. Elle hurle, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses appels. Le protagoniste, assis calmement avec une tasse de café à la main, reste impassible. Son expression est indéchiffrable. Mais son silence ne fait qu'attiser la rage de sa sœur. Furieuse, elle donne un coup de pied dans une poubelle, répandant son contenu sur le sol. Il l'observe sans réagir, son esprit voyageant ailleurs. Il se remémore le jour où le jeu oublié des dieux a commencé. Ce jour-là, il avait eu une violente dispute avec sa sœur. Une dispute qui couvait depuis longtemps. La source de leur conflit? Song Fei. Cette idole adulée qui avait capturé le cœur de sa sœur. À ses yeux, Song Fei était une étoile intouchable, un modèle de perfection. Mais le protagoniste connaissait la vérité. Derrière son masque scintillant se cachait un être manipulateur, un prédateur exploitant ses fans pour leur argent, et pire encore. Déterminé à protéger sa sœur de cet homme, il lui avait interdit de s'en approcher. Mais au lieu de comprendre, elle l'avait accusé de vouloir contrôler sa vie, de lui dicter ses choix. Aujourd'hui, alors qu'elle continue de crier, elle le tient pour responsable de la chute de Song Fei dans les classements des idoles. Parce qu'il a refusé de lui donner de l'argent pour le soutenir. Ces mots sont un mélange de colère aveugle et de caprice déplacé. Mais le protagoniste en a assez entendu. Sans un mot, il se lève. Son mouvement est rapide, précis. Une gifle retentit. L'impact est brutal. Sa sœur recule d'un pas, abasourdie. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Elle tremble, des larmes menaçant de couler tandis qu'elle balbutie, incrédule. « Comment oses-tu me frapper ?» Son regard croise celui de son frère, glacial, implacable. D'une voix tranchante, il lui répond qu'il n'a ni le temps ni l'envie de se disputer avec elle aujourd'hui. Mais si elle continue de hurler, il n'hésitera pas à la faire taire lui-même. Il plonge une main dans sa poche et en sort une carte de crédit dorée. Il la lance à ses pieds. « Tout l'argent que nos parents ont laissé pour toi est là. » Il lui explique qu'en 9 ans, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il n'a jamais touché un seul centime de cette somme. Aujourd'hui, il lui rend tout, jusqu'au dernier sou. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il ajoute une dernière chose. « Pour le respect de nos parents, je ne te dirai pas comment dépenser cet argent. Mais écoute bien. » Il marque une pause, laissant chaque mot s'ancrer dans l'air. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. » Puis, sans un regard en arrière, il tourne les talons et referme la porte. Derrière lui, sa sœur s'effondre, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Seul dans sa chambre, le protagoniste laisse échapper un soupir. Dans sa vie passée, il avait sacrifié trop de choses pour elle. Par peur qu'elle ne se blesse, il avait évité d'explorer des lieux dangereux où se cachaient des trésors inestimables. Il avait renoncé à des opportunités de puissance et de croissance. Tout cela pour la protéger. Mais cette fois, les choses seront différentes. Mais à présent, alors qu'il s'apprête à prendre des somnifères pour entrer à nouveau dans le jeu, il ressent une étrange sensation de liberté. Il se demande jusqu'où il peut aller sans le fardeau de sa petite sœur qui le retient. Cette fois, il jure d'utiliser les connaissances de sa vie passée pour surpasser tous les autres, s'appropriant le pouvoir et les opportunités qu'il avait autrefois laissé filer. Quant à sa petite sœur, il décide de la laisser prouver sa valeur par elle-même. Elle devra affronter les dures réalités du monde sans son aide ni sa protection. Et pour ce qui est de Song Fia, l'homme qui avait orchestré sa trahison et sa chute dans sa vie précédente, son regard s'assombrit, empli de détermination. Il se promet de tuer Song Fia de ses propres mains, s'assurant que cet idole manipulateur paie pour ses crimes. La scène bascule alors vers un espace vaste et irréel. Une immense salle remplie de miroirs imposants, irradiant une lueur éthérée. Il explique qu'il se trouve dans le hall de la sélection des professions, un lieu crucial où les joueurs choisissent leur voie dans le jeu divin. Dans sa vie passée, il avait passé des heures ici, accablé par le doute et l'incertitude. Mais cette fois, fort de son expérience passée, il avance avec assurance et détermination. Il sait exactement ce dont il a besoin. Se remémorant ses choix d'antan, il se rappelle avoir sélectionné la classe de guerrier pour protéger sa petite sœur. Bien que cette classe ne soit pas faible, elle ne correspond plus à ses objectifs actuels. Sans personne à défendre, il comprend que la vitesse et la mobilité sont désormais essentielles. Avec cette idée en tête, il tend la main vers l'un des miroirs gigantesques et sélectionne la classe d'assassin. Dès que ses doigts effleurent la surface de verre, une lumière bleue éclatante enveloppe sa main et une fenêtre système apparaît devant lui.
Le système annonce que l'artefact, l'œil du jugement, lui est déjà lié et s'activera immédiatement. Derrière lui, un œil gigantesque venu d'un autre monde prend forme, son regard perçant et omnipotent. Une autre fenêtre système s'ouvre, révélant que le protagoniste possède des attributs uniques, la puissance du jugement et le passif de puissance. Le système précise que ces attributs lui confèrent des avantages inégalés. Dès son entrée dans le jeu divin, il recevra automatiquement la profession et les talents de la plus haute qualité, le plaçant bien au-dessus des joueurs ordinaires. Un sourire se dessine sur son visage alors qu'il contemple la puissance de l'œil du jugement. Il se demande si le lien entre l'artefact et lui a perduré même à travers sa réincarnation. Se pourrait-il que l'œil du jugement le reconnaisse réellement comme son maître? Si tel est le cas, alors personne d'autre ne pourra jamais s'en emparer, même s'il tentait de le voler, comme Song Fia et sa petite sœur l'avaient fait dans sa vie précédente. Il se demande même si l'œil du jugement n'est pas la véritable raison de sa renaissance, lui offrant cette seconde chance pour réécrire son destin. Soudain, une aura sombre et tourbillonnante commence à s'infiltrer dans son corps, le prenant au dépourvu. Le système le félicite, annonçant qu'il vient de débloquer une profession cachée. Le processus de transfert de classe débute, et l'aura obscure l'engloutit entièrement. Lorsqu'elle se dissipe, il réapparaît transformé. Ses cheveux noirs sont désormais d'un blanc éclatant, et une aura écrasante émane de lui, révélant sa nouvelle puissance. Le système l'informe qu'il est devenu un nombre d'Ist, une classe d'assassins de haut niveau, bien supérieure à celle de guerrier qu'il avait choisie dans sa vie précédente. Il explique que la classe ombre confère une puissance immense dès son obtention, ce qui en fait une profession rare et convoitée. Il passe une main sur son visage, réfléchissant à cette chance inouïe, ou peut-être à ce destin qui l'a conduit jusqu'ici. Lors du choix d'une profession, il y a toujours une faible probabilité d'obtenir une classe cachée. Mais grâce à sa compétence autorité du jugement, cette probabilité infime s'est transformée en certitude. Le système détaille alors certaines des capacités accordées par l'œil du jugement. La première est l'autorité du jugement, décrite comme l'autorité la plus ancienne et primordiale de l'univers. Elle transcende les règles et l'ordre qui régissent la réalité elle-même. Toutefois, le système précise que, dépourvu de divinité, le protagoniste ne peut pas en exercer pleinement le pouvoir. Pourtant, ses effets passifs restent actifs, lui conférant un avantage extraordinaire. Le protagoniste est visiblement surpris par cette révélation. Dans sa vie passée, l'humanité n'avait découvert l'existence du pouvoir d'ordre astérisque qu'à la 7e année du jeu des dieux. À l'époque, un individu puissant avait réussi à s'échapper du monde du jeu pour atteindre la terre de l'ordre, révélant ainsi l'existence de cette force transcendante. Pourtant, malgré des années d'efforts, personne n'avait jamais réussi à l'obtenir. À présent, le protagoniste comprend qu'il détient l'autorité originelle, capable d'annuler les règles et l'ordre, un pouvoir susceptible de remodeler la structure même de la réalité. Son expression se durcit alors qu'il réalise que ses ambitions dépassent désormais la simple vengeance. S'il parvient à échapper au jeu des dieux et à atteindre la terre de l'ordre, obtenant la divinité au passage, il pourra alors activer pleinement l'autorité du jugement. Soudain, un écran du système apparaît devant lui, affichant un texte lumineux lui demandant d'entrer un pseudonyme sous lequel il sera connu dans le jeu. Après un instant de réflexion, il choisit un nom qui reflète son ombre naissante. Un choix approprié, pense-t-il, étant donné que sa profession est née des ténèbres elles-mêmes. Lorsqu'il valide son nom, le système l'accepte aussitôt, et une aura sombre commence à tourbillonner autour de lui. Le système annonce alors qu'il est sur le point d'entrer dans le monde du jeu, une terre abandonnée par les dieux. Le système décrit ensuite la dure réalité de ce monde, une terre ravagée où d'innombrables monstres sèment le chaos. Il le met en garde. Ces créatures sont implacables et ne reculeront devant rien pour le déchirer et lui voler sa vie. Il lui explique également qu'une fois sorti de la ville de départ et engagé dans l'abattage des monstres, il pourra obtenir de la vie échangeable, une ressource précieuse. Cependant, la mort dans le jeu a un prix élevé. En cas de chute, la moitié de sa vie, qu'elle soit échangeable ou non, sera déduite. Les enjeux sont colossaux, mais le protagoniste ne se laisse pas intimider. La scène bascule alors sur son arrivée dans le village de départ, un endroit nommé Shelltown. Le système précise qu'il s'agit d'une zone de paix, un sanctuaire où les monstres ne peuvent pénétrer et où les joueurs sont interdits de s'attaquer les uns aux autres. Ici, la perte de vie est minimale, fixée à un taux de 1 pour 1. Le protagoniste observe son environnement, notant le chaos ambiant. Tout autour de lui,
D'autres joueurs fraîchement aspirés dans le jeu tentent désespérément de comprendre leur situation. Il les entend murmurer, perplexes, se demandant comment ils ont atterri ici. Beaucoup se souviennent s'être simplement endormis avant de se réveiller dans le hall de sélection des professions, inconscients du cauchemar qui les attendait. Lui, en revanche, reste concentré. Il scrute la foule, notant la rapidité avec laquelle le jeu a attiré une multitude de personnes. Il sait que bientôt des individus puissants émergeront cherchant à remodeler ce monde à leur image. S'il veut garder une longueur d'avance, il doit agir vite. Tandis qu'il avance dans la ville, son apparence attire immédiatement l'attention. Son équipement sur mesure et l'aura obscure qui l'entoure le distinguent nettement des autres joueurs. Des murmures parcourent la foule alors que certains spéculent sur sa profession. Un joueur, un assassin comme lui, reconnaît la dague à sa ceinture, mais reste stupéfait par l'écart flagrant entre eux. Alors que lui-même ne dégage aucune présence particulière, le protagoniste, lui, exsude un pouvoir et une aura de mystère. Le contraste est saisissant, et il ne fait qu'attiser davantage la curiosité des joueurs autour de lui. Tandis que le protagoniste se dirige vers la sortie du village, un groupe de joueurs réapparaît soudain devant lui, leur visage livide et secoué. Il semble que la mort dans ce jeu ne signifie pas une fin définitive. Les joueurs sont simplement renvoyés en sécurité à Shelltown. Le groupe se compose de 3 hommes et d'une femme, leur frustration palpable alors qu'ils se plaignent de leur récente rencontre avec un monstre rampant de niveau 1. L'un des hommes fulmine, expliquant qu'une simple morsure de la créature lui a coûté la moitié de sa vie, tandis qu'un autre peste contre le fait que tous leurs efforts combinés n'ont réussi qu'à entamer un tiers des points de vie du monstre. Le 3e homme, lui, semble complètement abattu, sa vie désormais réduite de moitié, sa confiance en lambeaux. Tout se tourne vers la femme qui semble être leur chef attendant ses instructions. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son regard croise celui du protagoniste. Il l'observe à son tour avec un regard aiguisé. Contrairement aux autres, elle manie un arc long au lieu du modèle standard, un arc court, distribué aux archers. Ce détail ne lui échappe pas, et il en déduit qu'elle possède sans doute une classe cachée, un atout rare et puissant. Intriguée par la présence imposante du protagoniste et son équipement inhabituel, la femme s'approche de lui avec une proposition. Elle suggère qu'il fasse équipe, arguant que les monstres à l'extérieur sont bien trop puissants pour être affrontés seuls. Son groupe a déjà affronté une créature, bien que sans succès, et possède donc un minimum d'expérience à partager. Le protagoniste, cependant, ne peut s'empêcher de sourire intérieurement face à son raisonnement. La seule expérience que ce groupe possède, pense-t-il, c'est celle de mourir. Poliment, mais fermement, il refuse son offre, déclarant qu'il préfère travailler seul. Son refus laisse la femme interdite, tandis que les hommes de son groupe commencent à murmurer entre eux. Ils remettent en question son arrogance, se demandant comment quelqu'un peut croire être capable d'affronter les monstres seuls, alors qu'eux-mêmes, à 4, n'ont même pas tenu tête à l'un d'entre eux. Malgré leur scepticisme, la femme sent qu'il y a plus chez le protagoniste qu'il ne le laisse paraître. Déterminée à percer son mystère, elle décide de consulter sa fenêtre de statut. Ses yeux s'écarquillent en lisant son pseudonyme, Shadow. Elle ricane, trouvant ce nom prétentieux, mais elle ne peut se défaire de l'impression qu'il cache quelque chose de significatif. Se tournant vers son groupe, elle annonce qu'ils suivront le protagoniste pour observer ses compétences. Peut-être, suppose-t-elle, a-t-il découvert des informations précieuses sur les monstres et les garde pour lui. Avec un sourire carnassier, elle ajoute qu'elle a hâte de voir comment il va s'en sortir ou comment il va tomber. Alors que le protagoniste avance d'un pas assuré vers la sortie de Shelltown, la jeune femme blonde et ses compagnons se mettent à le suivre, leurs mouvements prudents et mesurés. Cachés derrière un arbre, leur regard reste fixé sur sa silhouette qui s'éloigne. La blonde, la voix teintée de frustration, murmure à son équipe à quel point ce monde, abandonné des dieux, est étrange et dangereux. Elle admet qu'elle ne comprend pas totalement pourquoi ils ont été entraînés dans ce cauchemar. Mais en tant que joueuse chevronnée de jeux en ligne, elle a rapidement formé une équipe pour affronter les défis qui les attendent. Pourtant, même avec son expérience, elle n'avait pas anticipé à quel point ce jeu les humilierait. Le tout premier monstre qu'ils ont rencontré à l'extérieur du village des débutants les a purement et simplement annihilés. Un rappel brutal de leur manque de préparation. Elle en conclut qu'une telle créature dépasse largement les capacités d'un joueur de niveau 1. Pendant ce temps, les 2 hommes de son équipe ne peuvent s'empêcher de spéculer sur le protagoniste. L'un d'eux, un assassin comme lui, souligne les différences flagrantes entre eux. Là où lui utilise une dague standard,
Le protagoniste porte une épée courte, une arme qui dégage une aura de danger mortel. Il remarque également que la vitesse du protagoniste est nettement supérieure à la sienne et que ses vêtements, contrairement aux équipements classiques, semblent avoir été conçus sur mesure, irradiant une puissance indéniable. La blonde, attentive à ces détails, ne peut se défaire de l'idée que cet homme est une anomalie. En silence, elle prend la décision de continuer à le suivre, espérant glaner des informations précieuses qui pourraient donner un avantage à son équipe. Cependant, alors qu'elle s'apprête à faire signe à son groupe d'avancer, le protagoniste s'arrête brusquement et jette un regard par-dessus son épaule. La jeune femme se fige. Son cœur s'emballe. L'a-t-il repéré? Avant qu'elle ne puisse réagir, il active une compétence. Image latente. Une aura sombre enveloppe son corps et, en un instant, il disparaît, comme s'il n'avait jamais été là. Le groupe reste figé dans un silence abasourdi, peinant à comprendre ce qu'ils viennent de voir. L'assassin est le premier à reprendre ses esprits. Il explique que le protagoniste a dû utiliser la compétence furtivité, une capacité de base des assassins. Pourtant, même lui doit admettre que la version du protagoniste est bien plus impressionnante que tout ce qu'il a vu jusqu'ici. La blonde, ébranlée mais déterminée, conclut qu'il n'est plus envisageable de le suivre. Elle suggère à son équipe de retourner à la ville de départ pour se regrouper et explorer d'autres moyens de monter en niveau. Elle leur rappelle que s'aventurer hors du village des débutants est bien trop dangereux, surtout maintenant que leur espérance de vie a déjà été réduite de moitié après leur première mort. Les hommes acquiescent, spéculant sur le fait que la ville pourrait receler des récompenses cachées, comme des coffres au trésor ou des PNJ détenant des informations précieuses. Ils s'accrochent à l'espoir qu'il existe encore un moyen de devenir plus puissant sans avoir à risquer leur vie davantage. Pendant ce temps, le système fournit une explication sur la compétence que le protagoniste vient d'utiliser. Image latente permet à son utilisateur d'entrer dans un état d'invisibilité, le rendant indétectable aussi bien par ses ennemis que par ses alliés. Tant qu'il est invisible, sa première attaque après être sorti de l'ombre est considérablement plus puissante. De plus, la compétence maîtrise de l'invisibilité double la durée de cette invisibilité et augmente son niveau de furtivité d'un rang. Le protagoniste est agréablement surpris par l'efficacité de ses capacités de classe d'ombre. Contrairement aux assassins ordinaires, dont la furtivité peut être facilement détectée dès le premier niveau, ses compétences uniques lui assurent une disparition totale. Ni les joueurs ni les monstres ne peuvent percevoir sa présence à ce stade précoce du jeu. Alors qu'il s'éloigne de la fille blonde et de son équipe, il les balaie mentalement d'un regard méprisant, les considérant comme de simples naïfs. Il sait que la ville de départ n'offre aucun raccourci vers la puissance. Ce n'est rien d'autre qu'un refuge temporaire, un sanctuaire illusoire dans un monde où les faibles ne sont que du gibier pour les monstres. Son objectif demeure inchangé. Il poursuit son chemin, son invisibilité finissant par se dissiper. Il remarque que bien que la durée de la compétence soit courte, son temps de rechargement commence dès son activation, lui permettant de disparaître à nouveau en quelques secondes seulement. Une interface système s'ouvre devant lui, affichant son statut actuel. Son pseudonyme, Shadow, et sa classe, Ombre, sont mis en avant. Au niveau 1, il possède une durée de vie non échangeable de 75 ans et une durée de vie échangeable de 0 ans. Ses attributs sont les suivants. Force à 10 points avec un bonus de 3, Constitution à 10 points avec un bonus de 3, Agilité à 10 points avec un bonus de 8 et Esprit à 10 points avec un bonus de 5. Le protagoniste explique que chaque joueur commence avec 10 points dans chaque attribut, les points bonus étant attribués en fonction de la classe choisie. Dans sa vie passée, en tant que guerrier, il ne recevait que 3 points de bonus en force et en constitution. Cette fois, cependant, la classe Ombre lui accorde des bonus sur tous les attributs, avec une augmentation particulièrement marquée de 8 points en agilité. Une nouvelle fenêtre du système apparaît, lui indiquant qu'il dispose de 5 points d'attributs à répartir. Il prend un instant pour réfléchir à ses options. Il sait que de nombreux joueurs privilégient la force ou l'esprit au départ, espérant ainsi renforcer leur puissance physique ou magique. Pourtant, il rejette cette approche comme fondamentalement erronée. Dans un monde où une seule attaque de monstre peut être fatale, la puissance brute ne vaut rien sans la rapidité nécessaire pour esquiver. Fort de cette certitude, il attribue ses 5 points à l'agilité, la portant ainsi à 10 points, avec un total de 13 en comptant le bonus. Le système valide la répartition et le protagoniste ressent une satisfaction immédiate.
Il explique que l'agilité est la clé de la survie au premier stade du jeu. Peu importe les investissements en force ou en esprit, un seul coup peut signifier la mort. En maximisant sa vitesse, il pourra surpasser ses ennemis et frapper sans jamais être touché. Alors qu'il progresse, ses sens aiguisés captent un bruit sourd, guttural. Il s'immobilise, son regard se rétrécissant alors qu'il scrute la zone devant lui. Là, tapis dans l'ombre, une créature grotesque l'attend. Un rampant de niveau 1, classé comme monstre normal par le système. Son corps déformé et les sons étranges qu'il émet créent une atmosphère glaçante, mais le protagoniste reste imperturbable. Il reconnaît cette créature. C'est la même qui a décimé l'équipe de la fille blonde un peu plus tôt. Les blessures qu'elle arbore témoignent de leur combat désespéré, des cicatrices laissées par une résistance vaine. Le rampant, détectant la présence du protagoniste, bondit vers lui dans un grondement rauque. Mais le protagoniste ne bronche pas. Il esquive l'attaque avec une aisance déconcertante, ses mouvements fluides et précis. Tout en évitant le coup, il explique que ces créatures sont réputées pour leur faim insatiable de force vitale. Lorsqu'elles tuent un joueur, elles absorbent les années de vie de leurs victimes, les utilisant pour gagner en puissance et évoluer. Les blessures qui marquent le corps de cette créature rampante témoignent de la bravoure avec laquelle l'équipe de la fille blonde s'est battue. Mais leurs efforts n'ont fait que retarder l'inévitable. D'un simple mouvement du poignet, le protagoniste dégaine son épée courte. Une aura sombre émane de son corps, tandis que ses yeux s'illuminent d'un rouge menaçant. Il vient d'activer sa compétence d'image latente. En un instant, il disparaît. La créature, déconcertée, tourne frénétiquement la tête à la recherche de sa proie insaisissable. Mais elle ignore que son ennemi est déjà au-dessus d'elle, prêt à frapper. Il désactive son invisibilité au moment exact où il plonge. Sa lame fend dans l'air avec une précision mortelle. Cette technique, connue sous le nom de frappe pour briser l'invisibilité, exploite la puissance d'attaque amplifiée par sa compétence d'image latente, infligeant un coup dévastateur. Le système confirme immédiatement la réussite de son attaque. Un cri retentit tandis que les dégâts apparaissent. Un chiffre stupéfiant de 174 points. La créature rampante de niveau 1 s'effondre avant de se dissoudre en énergie. Le protagoniste gagne 10 points d'expérience, mais même lui reste un instant interloqué par l'ampleur des dégâts qu'il vient de causer. Il s'attendait à une frappe puissante, mais une telle destruction dépasse largement ses prévisions. Le système lui explique que sa compétence attaque dans l'ombre a joué un rôle crucial. Lorsqu'il frappe un ennemi hors de son champ de vision, les dégâts sont doublés. Une mécanique qui fait de lui un véritable prédateur. Alors qu'il assimile la portée de cette compétence, des souvenirs de son ancienne vie refont surface. Il se rappelle les combats acharnés qu'il a menés en tant que guerrier, où un coup critique infligeait à peine 40 points de dégâts. Abattre une seule créature rampante relevait de l'exploit, le laissant épuisé et couvert de blessures. À l'époque, son unique priorité était de protéger sa petite sœur, sacrifiant sa propre progression pour assurer sa sécurité. Il lui avait laissé la plus grande part des récompenses, se condamnant ainsi à rester perpétuellement sous-puissant. Mais aujourd'hui, tout a changé. Désormais, il se bat pour lui-même, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le système l'informe de ses récompenses. 3 jours de vie échangeables et une durée stupéfiante de 54 ans et 155 jours de vie non échangeables. Le protagoniste écrase l'énergie du monstre dans sa main, savourant la montée de puissance qui l'envahit. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Une nouvelle fenêtre s'affiche, annonçant l'activation de l'autorité du jugement. Le système le félicite. Il vient d'obtenir le talent Évolution Infinie, une capacité aussi rare que redoutable. Ce talent lui permet d'accumuler des points d'évolution en éliminant des monstres en mode solo, qu'il pourra utiliser pour améliorer ses compétences. De plus, il recevra automatiquement 5 points d'évolution toutes les 24 heures, avec la possibilité d'en gagner 100% sur les boss vaincus en solitaire. Actuellement, 5 points d'évolution sont déjà à sa disposition. Laissez un commentaire pour une seconde partie.